Je vais maintenant aborder la deuxième capsule de la neuvième semaine dans le cours d'analyse chimique. Je vais consacrer toute cette capsule-ci de manière à clore la section sur le principe de fonctionnement de l'appareil à absorption atomique. J'en étais maintenant rendu à parler d'une composante extrêmement importante dans l'appareil, en l'occurrence le nébuliseur, qui est une composante qui permet d'une part d'aspirer la solution, donc de faire entrer la solution à analyser dans l'appareil afin d'en permettre l'analyse. Mais c'est beaucoup plus que ça, le nébuliseur. Le nébuliseur, en toute fin pratique, va permettre de faire en sorte que l'élément dissous dans la solution aqueuse puisse se retrouver librement analysable dans la flamme. Vous voyez, j'ai mis ici une petite image là en haut là, qui permet de tout simplement illustrer l'effet du nébuliseur. Le liquide est aspiré et vous avez la flamme qui est alimentée par un gaz. Ce qui arrive, c'est que le nébuliseur, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire en sorte de libérer l'atome métallique dissous au départ dans l'eau liquide. L'eau va être vaporisée par chauffage ainsi que par dispersion pour faire des petites gouttelettes au départ. Donc ça se fait en deux étapes. Donc le nébuliseur va tout simplement transformer l'eau liquide en très fines gouttelettes, encore dans laquelle, dans les gouttelettes, bien entendu, l'élément métallique va demeurer dissous. Et ensuite, ce nuage de petites gouttelettes, il est projeté dans la flamme où a lieu l'atomisation. Donc l'idée là-dedans, c'est de faire en sorte de libérer complètement l'atome métallique des molécules d'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les molécules d'eau, la molécule d'eau, comme vous l'avez probablement déjà appris dans vos cours de sciences, est une molécule polaire. Donc, c'est-à-dire que du côté de l'oxygène, les électrons se retrouvent plus souvent du côté de l'atome d'oxygène et moins souvent du côté des deux atomes d'hydrogène. Donc, euh, euh, Par ce fait même, la molécule d'eau a un pouvoir, ce qu'on appelle les forces de Van der Waals, il a un pouvoir d'attirer des ions contenus dans l'eau. Lorsqu'on dissout un sel, par exemple, comme du chlorure de sodium, ben, le sodium métallique se dissocie du chlore et il perd un électron par le fait même. Il devient donc un ion positif. Et la molécule d'eau, la force qui permet de dissocier le chlore du sodium, c'est justement la polarité de la molécule d'eau. Et la partie négative de la molécule, en l'occurrence la partie où se trouve l'atome d'oxygène, attire l'ion positif de sodium. Et l'ion de positif de sodium se colle sur la molécule d'eau dans la partie où se trouve l'atome d'oxygène. Il en est de même pour tous les éléments métalliques dissous au départ dans l'eau. Donc, il faut, pour que l'atome puisse être complètement libre, afin d'être capable d'absorber sa longueur d'onde, l'atome métallique doit être complètement détaché de toute molécule d'eau. Donc ça, c'est super important parce que le fait qu'un ion métallique soit attaché à une molécule d'eau, ça modifie quelque peu les niveaux d'énergie de l'atome. Donc la force de Van der Waals, donc la force relative à la polarité de la molécule d'eau, modifie quelque peu les énergies correspondant sur les niveaux énergétiques de chacun des électrons. Donc, ce qui fait en sorte que, autrement dit, en résumé, c'est que lorsqu'un ion est attaché à une molécule d'eau, un ion métallique, il n'est pas apte à absorber sa longueur d'onde. Donc, euh, et c'est la raison principale, fondamentale, qui est derrière l'utilisation d'une flamme. Le seul moyen pour faire en sorte que l'atome métallique qui est auparavant dissous, qui était au départ dissous dans l'eau, pour le libérer complètement de la molécule d'eau,
c'est d'incorporer l'ion métallique dans une flamme et la température très élevée de la flamme va assurer la vaporisation complète de l'eau et la libération, si on peut dire, de l'atome à analyser. Et en même temps, l'atome analysé va se retrouver dans la flamme, il va surnager dans la flamme et libre étant capable en même temps d'absorber ses propres longueurs d'onde et finalement de voir le phénomène d'absorption. Donc, vous voyez que le rôle du nébuliseur dans nos appareils d'absorption atomique est fondamental. Sans nébuliseur, il serait impossible de faire absorber les longueurs d'onde spécifiques à l'élément analysé. Donc, vous voyez ici une image, là, une photo du travail d'un nébuliseur. Là, vous voyez la paille, la solution qui rentre dans la partie droite de la photo et en ressort un nuage de très très fines gouttelettes qui est incorporé dans la flamme. Donc, le nébuliseur transforme la solution en fines gouttelettes ou en brouillard avant d'arriver dans le brûleur, comme on l'a dit. Le rendement, il est médiocre. Par contre, 10% des gouttelettes seulement atteignent la flamme. Le reste passe tout droit ou dans un trop-plein. La majorité de la solution reste sous forme de grosses gouttelettes qui sont évacuées dans un drain. Et le diamètre idéal des gouttelettes dans l'aérosol est de 1 micron. Donc c'est très très petit. Donc 1 micron, 1 millième de millimètre, autrement dit. Et dans les appareils à absorption atomique, il existe deux types de nébuliseurs. Il y a le pneumatique, ce qu'on a nous, dans le département, mais il existe aussi des versions ultrasoniques. Donc je vous montre ici une photo. Ça correspond tout à fait de manière très identique là, euh, au nébuliseur de l'appareil que nous avons au département, qui, soit dit en passant, doit être entretenu une fois toutes les 2-3 ans pour un nettoyage. Donc, vous avez les différentes composantes. Moi, personnellement, j'ai une fois à tous les 3 ans là, à détacher chacune des composantes telles que vous le voyez sur la photo et à faire un certain nettoyage. La flamme maintenant. Donc, la flamme, bien entendu, elle est créée avec un gaz combustible. Donc, généralement, c'est de l'acétylène qui est utilisée, la molécule C2H2. Et ça prend aussi un comburant. Hein. Vous savez que pour faire une combustion, ça prend deux éléments. Ça prend un combustible et un comburant. Le comburant, ça peut être de l'air ou du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote va être utilisé dans certaines situations, comme par exemple dans l'analyse des solvants organiques, ce qui n'est pas notre cas nous. Donc nous, on utilise tout simplement de l'air provenant du système d'approvisionnement en air du cégep. Donc de l'air comprimé avec une certaine pression et de l'acétylène à une certaine pression qui vient bien entendu, celle-là en bouteille que l'on achète. Et là, ben, le système, les deux gaz, le comburant et le combustible sont acheminés de manière séparée dans l'appareil et il y a ce qu'on appelle un mixeur ou un mélangeur qui mélange les deux constituants avant d'être amené vers le brûleur. Ce qui fait en sorte que lorsque le mélange il est amorcé et avec une source d'ignition électrique généralement, la flamme qui est créée le long du brûleur, donc ça donne une flamme qui est comme une feuille de papier. Autrement dit, c'est une flamme là, qui est très peu large, mais assez longue, d'à peu près 4 pouces, 4 à 5 pouces de long, par quelques millimètres de largeur seulement, tel que vous voyez à l'écran. Et la température de la flamme atteint environ les 2500 degrés C. Donc, si on met maintenant en contexte là, le fait de le travail conjoint entre le nébuliseur et le brûleur, donc du fait qu'au départ, l'élément analysé, il est dissous dans dans la solution liquide, jusqu'à ce que l'élément se retrouve libre d'absorber et flottant dans la flamme,
Toutes ces étapes-là ensemble, là, ça s'appelle l'atomisation. Donc, l'atomisation, c'est le phénomène qui fait en sorte que l'on amène l'atome au départ dissous dans un solvant, comme aqueux, et que le métal, l'élément, se retrouve libre à l'état fondamental dans la flamme. Tout ça ensemble, ça s'appelle l'atomisation. Donc, tel que représenté sur le dessin, là, vous voyez la solution au départ, le métal dissous en solution, la création de fines gouttelettes, le spray. Euh, Ensuite, on a un aérosol sec dans la flamme. Sec, ça veut dire dry, ça veut dire sans eau. Autrement dit, l'eau est détachée, l'atome est détaché de toute molécule d'eau et on obtient un atome libre et apte à absorber ces longueurs d'onde. Donc, l'évaporation de l'eau présente dans l'aérosol de départ, ce dernier se transforme en aérosol solide gaz, comme on le sait déjà. Les monocristaux de l'étape précédente se transforment à nouveau pour redevenir un aérosol liquide gaz sans eau. Donc, c'est ce qui va permettre finalement, autrement dit, l'atome est dans la flamme et il est à son état fondamental. Donc, les niveaux d'énergie sont aux bonnes, les différents niveaux d'énergie possèdent leur énergie fondamentale qui lui est propre et donc les longueurs d'onde utilisées vont être absorbées. Lorsque le faisceau incident passe à travers la flamme, le signal il est traité. Donc, on va utiliser au départ, avant l'arrivée au détecteur, étant donné que le faisceau créé par la lampe est un faisceau polychromatique, c'est-à-dire il y a déjà un premier filtrage qui se fait à l'intérieur de la lampe, mais il y a encore plusieurs longueurs d'onde qui vont ressortir de la lampe et qui vont passer à travers la flamme, mais il y a seulement une longueur d'onde ou quelques longueurs d'onde, bien entendu, qui vont être absorbées par l'atome. Ben, en le fond, c'est que oui, c'est toutes les longueurs d'onde qui vont être absorbées parce que toutes les longueurs d'onde proviennent euh, de l'excitation du métal à analyser. Mais il y a une seule longueur d'onde dont on va mesurer l'intensité. Donc, il faut filtrer. On va utiliser ce qu'on appelle un monochromateur. Un monochromateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, on a un rayon polychromatique, donc plusieurs longueurs d'onde mélangées ensemble, et il va en ressortir une seule de ces longueurs d'onde-là. Donc, mono pour un. Donc, il y a trois éléments essentiels qui constituent le monochromateur. Donc, le rayon qui passe à travers la flamme est dirigé immédiatement vers ce monochromateur. Donc, il y a au départ une fente d'entrée. Et ensuite, il y a un système dispersif, un réseau de diffraction, à fin pratique presque identique à celui qu'on retrouve dans le spectromètre à émission optique, qui va séparer les différentes longueurs d'onde créé par la source de lumière au départ. Et il va y avoir une fente de sortie placée exactement à l'endroit où la longueur d'onde choisie va pouvoir passer à travers, tandis que les autres longueurs d'onde n'ont pas la fente en question, donc ne pourront pas continuer leur chemin. Donc on sélectionne une seule longueur d'onde à l'aide du système dispersif et de la fente de sortie. Donc ici, là, j'ai mis une image pour essayer de mieux comprendre le système, là. Donc la source de lumière. Donc la source, c'est tout simplement, là, vous pouvez dire que c'est le rayon qui vient, qui provient de la flamme, donc qui a passé à travers la flamme. Et puis là, il y a une fente d'entrée. Et il y a un prisme triangulaire ici qui symbolise le réseau de diffraction. Malgré que ce n'est pas un prisme qu'on va utiliser, là, c'est vraiment un réseau de diffraction par transmission et non pas par réfraction qui va être utilisé du même type que ce qu'on a dans nos spectromètres à émission optique. Donc, à la sortie, sur la réflexion, il va y avoir séparation des différentes longueurs d'onde et il y a une fente de sortie. Vous voyez qu'il y a une seule longueur d'onde qui a la permission qui est placée. La fente, elle est placée de telle sorte qu'une seule des longueurs d'onde va pouvoir continuer, passer à travers. Donc ici, mettons, c'est
la couleur verte là, dans l'exemple. Et va ici, ce qu'on dans dans l'image, on montre que la solution, autrement dit, passe à travers la flamme, donc l'échantillon. Il y a deux versions d'appareils. Il y a des appareils pour lesquels on va faire le travail de monochromateur avant, et il y a d'autres systèmes où ça va se faire après. Nous, ça se fait avant sur notre appareil. Donc, la sélection de la longueur d'onde, elle est faite avant le passage dans la flamme. Donc, tantôt, j'ai dit là, que la source, là, c'est pas la flamme, là, je me suis contredit. La source, c'est bel et bien la lampe de lumière utilisée pour l'analyse. Donc, l'échantillon, la longueur d'onde choisie est la seule qui va passer à travers la flamme. Et à la sortie, il y a bien entendu le détecteur qui va mesurer l'intensité et donc pouvoir être capable de faire l'analyse. Donc justement, le détecteur, il se situe à la sortie du monochromateur. Donc ça peut être un tube photomultiplicateur, donc idéal pour l'analyse monoélémentaire. Donc un tube photomultiplicateur, c'est la technologie précédant les CCD. Utilise encore les tubes photomultiplicateurs ou ça peut être les CCD aussi dans les appareils à absorption atomique. Moi, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'on utilise sur notre appareil là. Je crois que c'est des photomultiplicateurs. Donc, si c'est l'analyse des multi-éléments, ce qui nous ne concerne pas sur notre appareil c'est un mono-élément, c'est-à-dire qu'on analyse un élément à la fois. Et le détecteur, lui, il dispose d'un convertisseur qui va convertir le signal analogique en signal numérique, donc converti en absorbance, en tenant compte des différents signaux parasites, bien entendu. Donc ça donne un signal tel que vous le voyez à l'écran. Donc le signal qui est choisi, bien entendu, là, pour une certaine longueur d'onde donnée, dont on en mesure l'intensité ou l'absorption. Donc ici, j'ai fait une image qui représente un petit peu la synthèse des 3-4 dernières diapos. Donc, la flamme, l'absorption. Ici, vous voyez, c'est la version pour laquelle on- le signal, toute la longueur d'onde complète, toutes les longueurs d'onde passent à travers la flamme et on fait le tri après la flamme. Donc, vous voyez le réseau de diffraction qui est symbolisé dans la case verte à gauche, qui travaille en réflexion, comme sous les spectromètres à émission optique, où il y a une seule longueur d'onde qui va. Il y a la fente d'entrée là, qui est représentée plus bas. Et il y a une seule longueur d'onde qui a la permission d'arriver au détecteur, qui est représenté tout simplement par un carré avec un triangle à l'envers. Et le signal est envoyé et traité par l'ordinateur. Donc, vous voyez, en même temps, on représente aussi le spectre qui passe à travers la flamme. Donc, chaque pic représentant une des longueurs d'onde émises par la source, par la cathode métallique de la source, de la lampe. Et euh, on choisit l'une de ces 5 longueurs d'onde-là, l'un de ces 5 pics-là pour faire l'analyse. Donc, ici, on choisit, mettons, une longueur d'onde qui correspond à peu près au vert, là, dans l'exemple. Et on va mesurer la variation de l'intensité ou de la hauteur du signal pour l'analyse en absorption atomique. Et là, lorsqu'on veut maintenant analyser l'intensité du signal par le détecteur, vient maintenant la nécessité d'aborder la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert, c'est une loi générale en physique des ondes. C'est une relation reliant. Bon, c'est peut-être un pléonasme ici, là. C'est tout simplement, la loi de Beer-Lambert fait le lien entre la variation de l'intensité ou de l'absorption d'un signal, donc d'une onde électromagnétique, passant à travers un des éléments étant capable d'absorber le signal. Donc, l'absorption, qui est représentée par un A majuscule dans la deuxième ligne, elle est fonction de 3 facteurs. Donc, la quantité de signal qui est absorbée, okay, quand que le signal passe à travers la flamme, et donc les atomes qui absorbent finalement le signal monochromatique dans la flamme,
Ben, le niveau de signal qui est absorbé va dépendre de trois facteurs fondamentaux. Il va dépendre du coefficient d'absorption atomique, c'est-à-dire, ça c'est uniquement propre à la nature du métal. Il y a des métaux qui absorbent le rayonnement plus que d'autres. Donc on appelle ça l'absorption spécifique ou exprimée par le coefficient d'absorption atomique. Donc chaque métaux possède son propre coefficient d'absorption atomique, symbolisé par le A minuscule. Mais la quantité de signal va aussi dépendre, bien entendu, du parcours optique ou le trajet optique. Donc, ça, je vais vous montrer une petite démo tantôt, là, une petite qui va vous permettre de mieux comprendre. Mais plus le parcours du signal, lorsqu'il traverse un milieu absorbant est long, bien entendu, plus le signal va être absorbé. Donc, ça, c'est le trajet optique. Et finalement, pour un même trajet optique et pour un même métal, bien entendu, plus il y a d'atomes dans le trajet optique, donc la concentration en atomes absorbants va aussi, bien entendu, influencer le niveau de signal sortant. De sorte que on a une relation qui fait que l'absorbance est proportionnelle au coefficient d'absorption atomique, au trajet optique et à la concentration. Donc, d'où l'équation A majuscule est égale à petit a fois petit b fois petit c. Mais la relation est un petit peu plus complexe. Donc, vous voyez l'équation qui relie lorsqu'on le grand A, lui-même, c'est l'absorbance. Autrement dit, c'est euh, c'est la proportion, le logarithme de la proportion du signal sortant, qui est I, par rapport au signal incident I0, ou le signal entrant. Le rapport entre le signal entrant et le signal sortant, le logarithme base 10 de ce rapport-là, c'est proportionnel à A fois B fois C. De sorte que lorsqu'on isole, parce qu'en absorption atomique, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le I, le signal sortant. Donc, lorsqu'on isole le signal final, au détecteur, en fonction du coefficient d'absorption atomique, en fonction du trajet optique, en fonction de la concentration, donc du nombre d'atomes dans le trajet optique, et bien entendu aussi en fonction de l'intensité du signal qui rentre, parce que le signal qui sort, qui est le détecteur, ben, il faut se rappeler aussi qu'il est au départ fonction de l'intensité de la lampe. Ben, quand on met tout ça ensemble, ça fait que le signal sortant, lui au détecteur, est fonction de quatre paramètres. Le signal entrant, I0, et chacun des trois autres facteurs, A, B et C, exprimé ici en exponentiel parce que le lien il est exponentiel. Donc, là, avec ça, ça m'amène à vous montrer un petit peu plus en détail la loi de Beer-Lambert ici, que je vous montre, dont les effets, je vais vous montrer les effets. L'animation, elle est pratique parce qu'elle permet de, là quand je fais ça ici, ce que vous avez ici en rose, ça représente une solution, simplement un bécher contenant une solution aqueuse d'un sel. Ici, dans l'exemple, je prends du chlorure de cobalt. Donc, c'est un peu, autrement dit, on veut analyser la teneur en cobalt dans la solution. Le chlorure de cobalt, il est dissous dans la solution. Donc, c'est des ions cobalt qui nagent dans la solution. Ça donne une couleur rosée, soit dit en passant, là, lorsqu'on fait ce genre de solution-là. Euh, et là, je vais ici, quand je modifie la taille du bécher, c'est une façon que l'animation me donne pour modifier le B, le trajet optique. D'accord? Donc, nous, bien entendu, c'est pas en jouant sur la taille du bécher lorsqu'on fait l'absorption atomique, là, mais on peut modifier le trajet optique. Je vais vous le montrer tout à l'heure, là, je vais vous l'enseigner tantôt, que l'absorption atomique permet la possibilité de modifier le parcours du faisceau dans le milieu absorbant, autrement dit. Voilà.
Ici, on utilise une longueur d'onde spécifique, 549 nanomètres, qui est probablement capable qui est émise par l'atome de cobalt et donc absorbable. Et là, je fais passer le rayonnement de 549 nanomètres, qui ça donne être du vert, comme c'est ici, là. Donc, je le fais passer. Et là, j'ai une petite. Vous voyez que le signal, premièrement, si j'enlève mon outil de lecture ici, ben, vous voyez que le signal est plus fort. Donc, il est plein, il a l'intensité en 30. Et au fur et à mesure que le rayonnement traverse le milieu absorbant, ben, il perd progressivement en intensité. Puis on voit qu'à la sortie, le signal est beaucoup moins fort. Donc ici, je suis à une concentration maximale, 250 millimoles par litre. Si je baisse la concentration de la solution, vous voyez que la quantité de signal sortant augmente. Donc là, ici, maintenant, je suis très très faible, à 5, mettons à 0. Donc, je suis à 0. Il n'y a pas de cobalt dans ma solution. Donc, tout le signal passe à travers sans aucune absorption. Donc, si je lis avec mon petit appareil d'absorption, ici, que je mets là, donc, mon petit appareil me dit qu'il y a 100% de transmission. Donc, tout le signal est transmis. Si je demande à mon appareil de m'exprimer ça en absorption, il y a 0% d'absorption. Même si je modifie le trajet optique, peu importe où, là, je lis, tout le signal va passer. Bien entendu, il n'y a pas de cobalt. Maintenant, si j'ajoute du cobalt, je vois que quand je modifie la concentration, on voit qu'il y a une évolution de l'absorbance. Donc, si je mets mon petit lecteur ici, même que si je le mets là, à la sortie, donc vous voyez bien que, vous voyez le chiffre là évoluer en haut. Lorsque je modifie la concentration, mon indice d'absorption augmente. Si je baisse la concentration, l'absorption baisse jusqu'à 0 si je n'ai pas de cobalt du tout. Et si je mets une valeur maximum de cobalt, là, de ce que l'illumination me permet d'avoir, 250 millimoles par litre, vous voyez que l'absorption atteint presque 1, donc presque 100%. Ben, c'est pas le point 9, c'est pas des pourcents, c'est un indice. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait en absorption atomique. OK? On lit l'absorbance qui va nous donner, qui va nous renvoyer une concentration. Autrement dit, l'appareil me lit 0.64 et puis ça va me permettre de dire que 0.64, ça correspond par exemple à 175 millimoles par litre de cobalt. Donc, bien entendu, l'appareil n'est pas capable de me donner directement, de manière absolue, l'absorbance. L'appareil lit l'absorbance de par ses composantes électroniques liées au détecteur. Mais il n'est pas directement capable de me donner la concentration. Donc, là, vous me voyez venir, hein, la méthode d'absorption atomique est donc une méthode de correspondance, une méthode euh, de comparaison. Donc, ce qu'il va falloir faire, ça je vais l'expliquer tout à l'heure, je l'avais, je pense, déjà expliqué aussi à la capsule précédente, c'est que pour obtenir des valeurs de concentration, il faut faire, avant d'analyser un inconnu, il faut aller lire l'absorbance de solutions standards dont on connaît les concentrations, afin de pouvoir obtenir une courbe de calibration qui va nous permettre donc d'être utilisée pour lire l'absorbance d'une solution inconnue et donc d'en connaître la concentration à partir de la courbe obtenue à partir de standards. Et là, bien entendu, si je modifie le parcours optique, là, ce qui est intéressant, c'est quand je modifie la lecture, ici, tout dépendant où je le lis, le signal baisse progressivement au passage dans le milieu absorbant. Donc, tout dépendant où je lis, au début, l'absorbance est faible, mais si je m'en vais lire près de la sortie, à la toute fin du milieu absorbant, on voit que l'absorbance totale augmente. Donc, le signal, il baisse en intensité progressivement. Si je modifie le trajet optique, OK, donc si je lis à la sortie ici, j'ai 2.54. Si je modifie, 0.64. Vous voyez? Donc, bien entendu, là, plus je laisse parcourir du chemin à l'ombre, plus l'absorbance finalement augmente.
Donc, l'animation, ce que j'aime moins un peu, puis l'animation ne le montrera pas, c'est que la loi de Beer-Lambert est plus ou moins respectée ici. Pourquoi? Parce que normalement, pour des plus fortes concentrations, mettons si je mets ça à une concentration plus forte, puis que j'y vais vraiment dans des conditions d'absorbance, quand je modifie le trajet optique, vous voyez comment les chiffres augmentent en haut? C'est toujours la même vitesse. Ben, en réalité, c'est pas tout à fait ça qui se passerait là. C'est qu'en réalité, au début, mettons, quand j'augmente le trajet optique, au début, à partir de la plus petite, l'augmentation de l'absorption est rapide. Mais au fur et à mesure que j'augmente le trajet optique, ok, le chiffre augmente de moins en moins vite. À un moment donné, j'atteindrai un plateau, puis l'absorbance n'augmenterait plus. Mais ça, l'animation permet pas tout à fait de le voir. C'est ça la loi de Beer-Lambert. C'est que le phénomène d'absorption, il est limité. Tant au niveau du trajet optique qu'au niveau de la concentration aussi. Donc, de la même façon, si je partirais d'une concentration nulle et que j'augmenterais la concentration, au départ, pour des concentrations faibles, l'absorption augmenterait beaucoup. Puis à un moment donné, plus j'arrive dans des concentrations de plus en plus élevées, moins l'absorbance monte vite. Et à un moment donné, j'augmenterai davantage la concentration, puis la valeur d'absorbance monterait de plus en plus tranquillement, même jusqu'à atteindre un plateau. Donc ça, c'est une limitation physique de la loi de Beer-Lambert. Elle est facile à comprendre si on fait une analogie toute simple. Si par exemple, par analogie, si le fait d'augmenter le trajet optique ou d'augmenter la concentration, ça correspondrait à mettre des draps devant une fenêtre pour empêcher la lumière d'entrer dans une chambre. Donc imaginez que vous voulez assombrir une pièce dans une maison, empêcher la lumière du soleil de rentrer. Vous pouvez mettre un premier drap. Donc là, on voit qu'il y a une différence, ne serait-ce qu'en mettant un premier drap blanc, disons. Là, il y a un impact quand même assez visible sur l'assombrissement de la pièce. Si on veut assombrir davantage, on pourrait mettre un deuxième drap identique par-dessus. Et là, on verra encore une différence. Il y a un troisième, il y a un quatrième, il y a un cinquième. Puis lorsque vous êtes rendu au cinquantième drap, que vous en mettiez un 51e, la différence, là, il fait déjà très très noir dans la chambre. Vous ne voyez plus la différence de mettre un drap supplémentaire comme vous le voyez avec les deux, trois premiers draps. C'est exactement la même chose. Pourquoi l'absorption elle est limitée? Parce que les atomes, le rayonnement, lorsqu'ils rencontrent les premiers atomes, les atomes n'ont pas absorbé du tout. Ils absorbent le rayonnement. Mais à un moment donné, les atomes qui se trouvent à la fin du parcours, eux, ils ne reçoivent presque plus de rayonnement parce qu'ils étaient déjà été absorbés par des atomes qui les précédaient dans le parcours optique. Donc, ça dépend de la concentration et ça dépend du trajet optique. Donc, ce phénomène-là, il est universel. Il est universel, il s'applique aussi à l'effet de serre, dont on entend souvent parler. Donc, vous savez que l'effet de serre, c'est un phénomène qui fait que la lumière, le Soleil émet toutes les longueurs d'onde. La plupart des longueurs d'onde, dans le domaine du visible, dans l'infrarouge, dans l'UV, sauf quelques-unes dans le domaine du visible, traversent l'atmosphère, est absorbée en partie, en bonne partie même. Les infrarouges sont absorbés par l'atmosphère à l'entrée. Donc, c'est la vapeur d'eau qui est 95% responsable de l'absorption de l'entrée des rayonnements solaires. Mais c'est le rayonnement qui arrive à traverser, qui atteint le sol, et il est transformé, là, mettons le visible, la lumière jaune par exemple, ou la lumière rouge provenant du soleil que vos yeux voient, lorsqu'ils atteignent le sol, le rayonnement il est transformé. Donc il y a un échauffement, les molécules du sol, comme par exemple la roche, la terre, les arbres, tous les objets au sol, absorbent les différentes longueurs d'onde. Les électrons acquièrent de l'énergie,
Vous le voyez, là, vous le sentez lorsqu'il fait soleil dehors, quand il fait chaud, puis que vous touchez l'asphalte. L'asphalte devient chaude. Ben, quand elle devient chaude, c'est qu'il y a une agitation thermique et lorsque les corps se réchauffent à une certaine température, les corps émettent du rayonnement infrarouge. Donc, à toute fin pratique, ça veut dire que la longueur d'onde jaune va être transformée en infrarouge par la matière. Et elle est réémise vers le haut, vers l'air. Donc, c'est ça un effet de serre. Ben, l'effet de serre, c'est oui, ça c'est le renvoi. Mais l'effet de serre, c'est que l'infrarouge qui est créé au sol est renvoyé vers l'espace, mais au passage va rencontrer des molécules d'eau et tous les gaz qu'on dit à effet de serre dans l'atmosphère. Et là, c'est cette portion absorbée-là. Donc, on dit souvent que l'énergie aérienne se perd, rien ne se crée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les éléments absorbent, comme par exemple les éléments compris dans une solution, elles absorbent le rayonnement. Dans, dans la capsule précédente, j'ai dit que le rayonnement il disparaissait. Oui, mais l'énergie, elle, ne disparaît pas. Elle est transformée. Elle va être transformée sous forme d'agitation thermique, donc sous forme de chaleur. Donc, la vapeur d'eau dans l'air, lorsqu'elle reçoit de l'infrarouge, tant provenant du soleil que tant provenant du sol, les molécules d'eau et de CO2 s'agitent. Et cette agitation thermique-là fait émettre de l'infrarouge dans toutes les directions autour de la molécule. Donc, la vapeur d'eau, surtout 95%, et une partie de l'infrarouge autour de 5% provenant du CO2, la moitié du rayonnement, parce que l'autre moitié va dans l'espace, et l'autre moitié retourne vers le sol. Mais c'est un phénomène limité par la concentration. La vapeur d'eau est tellement concentrée dans l'atmosphère, ça varie entre 1 et 5%, tout dépendant si on se situe à l'équateur plus entre les tropiques ou au pôle. Au pôle, l'air est plus sec, tandis que entre les tropiques, l'air est plus humide, contient plus d'eau en général. Donc l'effet de serre est plus important au niveau de l'équateur, entre les tropiques, parce que la molécule d'eau, la vapeur d'eau est plus concentrée. Et à partir de 2%, 2 à 2,3%, la molécule d'eau, l'effet de serre, elle est limitée. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne plus. On a atteint ce qu'on appelle un niveau de saturation par justement la loi de Beer-Lambert. Et pour le CO2, présentement, à 410 parties par million dans l'air, donc le CO2, c'est, à toute fin pratique, c'est 5 sièges et demi au centre Bell, sur 20 000 sièges représentant les molécules d'air. À ce niveau-là, les deux bandes de longueur d'onde que le CO2 est capable d'absorber sont saturées. Donc, ça veut dire que même si on mettait plus de CO2 dans l'atmosphère, ça prend 10 mètres d'air à 410 ppm. Là, ça, c'est le chemin optique. Donc, c'est 10 mètres d'air contenant 410 parties par million de CO2 qui fait que l'infrarouge qui est émise ne pas va être complètement absorbé après 10 mètres au sol. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que si on ajoute du CO2, au lieu de prendre 10 mètres pour être absorbé, cette longueur d'onde-là, ça va prendre, mettons, 9 mètres. C'est la seule différence que ça va faire. Donc, il n'y a pas d'avantage d'absorption au niveau actuel de CO2. Donc, l'augmentation de l'effet de serre due à l'augmentation en teneur en CO2 n'a jamais été validée par les physiciens scientifiquement. Elle contredit les lois fondamentales de la physique. C'est une idée de climatologues et de politiciens. Mais lorsque vous consultez la littérature scientifique, beaucoup de physiciens, experts en physique des ondes, se mettent en porte-à-faux avec cette théorie-là, due tout simplement avec une loi en physique qu'on en connaît depuis très longtemps, depuis environ 200 ans. Donc, c'est pas nouveau. Donc, le principe de l'effet de serre, de l'augmentation de l'effet de serre due à l'augmentation en CO2, elle ne répond pas aux lois de la thermodynamique et de la physique des ondes. Donc, c'est vous dire à quel point ça en est ridicule. Je vais poursuivre avec la loi de Beer-Lambert sur mon PowerPoint. J'ai pas pris la bonne ici. Donc,
la méthode d'analyse, à partir de la loi de Beer-Lambert, elle est basée sur une calibration, sur une méthode de calibration, sur une méthode comparative, bien entendu. Donc, on va mesurer la variation de l'absorbance de solutions synthétiques, donc autrement dit fabriquées, autrement dit des standards, des concentrations connues de l'élément analysé. Et on en arrive, par la mesure de l'absorbance obtenue par différents standards de concentration différentes, à obtenir une courbe de calibration répondant à la loi de Beer-Lambert, qui peut ensuite être utilisée pour l'analyse de solutions à teneur inconnue en éléments analysés. Et là, je vous montre une courbe de calibration classique qu'on obtient en absorption atomique, comme vous allez obtenir pendant vos laboratoires. Donc, c'est pas une droite, c'est pour ça qu'on dit que c'est une courbe. Là, c'est une courbe d'une fonction logarithmique. Donc, il y a un asymptote. Vous voyez que pour des plus fortes concentrations, donc exprimées sur l'axe horizontal, l'absorbance, bien entendu, est exprimée sur l'axe vertical. On voit que la variation d'absorbance en fonction de l'augmentation de concentration, elle est presque linéaire pour des très faibles concentrations et elle est très forte aussi. Mais au fur et à mesure qu'on considère des concentrations plus élevées, on voit que l'évolution de l'absorbance devient de moins en moins élevée et jusqu'à atteindre un plateau. Et là, vous voyez, là, j'indique par la flèche verte qu'on a atteint le plateau au-delà d'une certaine concentration. On a obtenu là, un plateau, de sorte qu'on ne peut pas travailler dans ces zones-là parce que l'absorbance ne varie plus. La concentration varie, mais plus l'absorbance. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'il faut absolument que l'absorbance varie pour aller chercher les concentrations. Donc, le domaine de travail de la courbe de Beer-Lambert là, doit se situer dans la première partie, là où la pente est la plus forte. Sinon, la méthode devient de moins en moins précise. Donc, vous voyez en jaune, vous voyez l'équation, là, c'est la même équation que j'ai montrée en rouge ici, sauf que là, on exprime, dans l'équation que vous voyez, on exprime l'équation de la loi de Beer-Lambert uniquement en fonction de l'intensité sortante. Tandis qu'ici, on exprime le A, le logarithme de l'intensité sortant divisé par entrant, qui correspond à grand A majuscule dans la première équation que j'ai montrée tantôt. Donc, l'absorption est un phénomène limité, c'est-à-dire que pour des concentrations plus élevées, il manque un S ici, l'absorbance n'augmente plus. Donc, il faut éviter de travailler dans ce domaine de concentration élevée-là. Le phénomène d'absorption et donc la loi de Beer-Lambert est limité aux basses concentrations, entre 0 et 200 parties par million. Dans le cas des métaux dissous, la plupart des métaux, là, nous, dans les éléments qu'on analyse, là, c'est le domaine de travail, là, même à 200 parties par million, ça devient difficile. Parties par million en grammes par litre, là, c'est de 0 à 0,2 grammes par litre. Donc, 1000 ppm, des parties par million, ce sont des ppm. Donc, c'est 1000 ppm, c'est 1 gramme par litre généralement. Pour des concentrations plus élevées, donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser l'absorption atomique lorsqu'on a affaire à des concentrations plus élevées? Non, pas du tout. C'est que pour des concentrations plus élevées, les solutions analysées devront donc être diluées, tout simplement, suffisamment pour entrer dans le domaine de concentration pour lequel la variation de l'absorbance en fonction de la concentration est forte. Donc, par exemple, si ma courbe de calibration elle est valide entre 0 et 150 ppm, puis qu'au-delà de 150, elle devient de moins en moins précise, donc je dois m'arranger pour que ma solution inconnue, la concentration d'éléments analysés, soit quelque part entre 0 et 150 pour être capable de faire une bonne correspondance entre la concentration et la variation de l'absorbance. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'il faut déjà avoir un ordre de grandeur de la concentration analysée pour savoir comment la diluer. Donc, par exemple, si j'ai une solution de plaquage contenant du nickel qui est à, je sais pas moi, qui est à 3 grammes par litre, et autour, j'imagine, tu sais, je me dis, il y a quelque part entre 2 et 3 grammes par litre. Ben, ça veut dire que pour entrer dans le domaine 0.1, disons, là, qui est 100 ppm, ben, il
faut que je fasse, dans ma tête, il faut que je fasse un calcul, là. Donc 3 pour arriver autour de 0,1. Il faut que je divise par 10. Il faut que je dilue à peu près 100 fois. Donc, autrement dit, je vais prendre un échantillon de ma solution à analyser, puis je vais la diluer avec de l'eau distillée ou déminéralisée. C'est-on diluer 100 fois, ça veut dire prendre, par exemple, 1 millilitre de la solution analysée, puis de la mélanger dans 99 millilitres d'eau pure. Et là, vous voyez, là, on rentre dans le domaine analysable d'absorption atomique. Bien entendu, après ça, le résultat que j'ai, mettons si j'ai 30 ppm, donc 30 ppm, ben, c'est 0,03 grammes par litre. Après ça, je multiplie par 100 pour retrouver ma concentration. Donc, 3 grammes par litre. Voilà. En plus, petit détail important ici, je vais mettre mon PowerPoint en mode... la plupart des appareils, puis c'est le cas de notre appareil, non seulement on peut faire, bien entendu, l'absorbance va varier en fonction de la concentration, ça c'est certain, mais on peut aussi jouer sur un autre paramètre qui fait jouer sur l'absorbance, en l'occurrence, le trajet optique, le B, l'équation. Donc le parcours optique, on peut jouer là-dessus aussi. Donc en orientant la flamme par rapport à la direction du faisceau. Donc la flamme, elle est faite comme une feuille de papier. Et si je change l'angle entre ma flamme et le parcours du faisceau, ben je change le parcours optique. Donc ça, c'est un autre moyen qui permet aussi de rentrer dans le domaine de la courbe qu'on a. Donc par exemple, si je peux, autrement dit, si quand je fais mes courbes de calibration avec un standard de 100 ppm, puis que je vois que l'absorbance, mettons entre 50 et 100 ppm, ma variation d'absorbance n'est pas vraiment très forte, ben, au lieu de faire des nouveaux standards, ce que je peux faire, c'est que je vais modifier l'angle de la flamme de façon à diminuer le trajet optique, de façon à avoir une plus forte variation d'absorbance entre 50 et 100 ppm. Donc la courbe va être plus précise comme ça. Donc l'appareil permet de faire ça. Ici, je vous montre un exemple de courbe de calibration. Je vais juste vérifier le temps que j'ai utilisé, si vous me permettez, encore une fois. 47 minutes. Mon Dieu, je voulais finir l'absorption atomique. Moi, je parle un petit peu trop, je pense, des fois. Donc, vous avez un exemple de courbe de calibration ici. Mais vous voyez bien que là, c'est une droite hein, qu'on a. Euh, manifestement, on est dans des concentrations qui sont plus élevées. Où l'aluminium a un coefficient d'absorbance plus faible. Ce qui pourrait expliquer la forme plus droite de la courbe ici. Maintenant, il y existe des sources d'erreurs en absorption atomique dont il faut tenir compte, de façon à faire en sorte que nos résultats soient fiables. Quelles sont ces sources d'erreurs de manière générale? Elles peuvent être de sources spectrales, donc, ou absorption non spécifique. Donc, ça peut être quoi? Quand on parle de sources d'erreurs spectrales, ça peut être quoi? Ça peut être que j'ai des raies qui sont superposées. Donc, autrement dit, j'ai la présence d'un élément qui accompagne l'élément analysé dans la solution qui va émettre des raies spectrales, qui va être capable d'absorber des raies spectrales très proches. Présence de bandes d'absorption moléculaire, donc la molécule d'eau ou d'autres éléments du solvant qui, eux, vont être excités et émettre des bandes aussi qui peuvent être arrivées au détecteur et fausser l'analyse. Diffusion de la lumière incidente sur des particules solides ou liquides. Donc, autrement dit, par exemple, la molécule d'eau qui est capable de faire diffracter ou diffuser le rayonnement utilisé et il va en arriver moins au détecteur et même que ça va créer surtout une fluctuation de signal plus importante et rendre plus difficile la lecture. Résultat, translation de la droite étalon en milieu complexe. Alors, le fait qu'il y ait des sources de perturbation, ça peut faire fluctuer le signal ou ça peut modifier une courbe de calibration déjà existante, de façon à ce qu'elle ne devienne plus valide parce que les conditions ont changé. Il y a des perturbations d'ordre physique, généralement liées aux propriétés physiques des solutions étudiées, comme par exemple la viscosité du solvant.
de l'échantillon, c'est un des principaux facteurs. C'est pour ça que on n'utilise pas les mêmes méthodes dans des solvants organiques que dans des solvants aqueux, à cause de la viscosité, qui va modifier la réponse du signal. Il y a des sources d'erreurs chimiques, donc des effets de matrice, altèrent des effets qui vont altérer la densité de vapeur atomique ou sa vitesse de formation. Résultat des modifications dans l'atomiseur des processus de dissociation, d'oxydoréduction et d'ionisation. Ça, ce que ça veut dire ici, c'est que l'élément analysé peut, dans la flamme, euh, réagir chimiquement avec certaines composantes qui sont amenées dans la flamme. Et donc, il va y avoir une réaction d'oxydation, autrement dit. Et ça fait en sorte que l'atome, lorsqu'il est oxydé ou lorsqu'il réagit chimiquement dans le nébuliseur ou dans la flamme, il n'est plus apte à absorber le rayonnement. Donc, ça va créer une erreur aussi. Et ça modifie l'angle de la pente de la courbe d'étalonnage si on ne le tient pas compte. Donc, ici, vous avez une courbe de la loi de Beer-Lambert classique, là. Donc, on voit bien, vous voyez bien l'asymptote et la relation logarithmique. Donc, une des difficultés et limitations de détection, c'est que, d'une part, il est plus difficile d'analyser des éléments très peu concentrés en absorption atomique. Donc, la variation du signal n'est pas assez importante, autrement dit. Pour les très fortes concentrations, la variation de l'absorption n'est pas varie trop peu aussi. Donc ça c'est les. Autrement dit, on ne peut pas tant qu'on a. Il est difficile d'analyser des éléments trop concentrés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais là il y a moyen de s'en sortir très facilement en diluant l'inconnu. Mais d'autre part, pour des solutions à très faible concentration, euh, l'appareil risque de ne pas être capable de détecter. Donc là, on va utiliser d'autres technologies lorsqu'on a des concentrations. Là. En bas de 1 ppm, ça devient plus difficile en absorption atomique. Donc là, on va se retourner vers d'autres technologies pour analyser des solutions encore moins concentrées. Donc, je vais terminer avec les applications en absorption atomique. Elles sont nombreuses, les domaines d'application. C'est pas uniquement en métallurgie, bien entendu. Donc, par exemple, les systèmes, les usines de traitement d'eau domestique dont dispose la majorité des municipalités ont dans leur laboratoire une absorption atomique qui leur permet de contrôler la présence de différents métaux contenus dans l'eau. Donc, ils analysent souvent avant l'eau à traiter et après pour vérifier la conformité en vertu de normes environnementales. Donc, la présence en fer, en manganèse, en sodium, en calcium et de métaux lourds aussi, vont être analysés entre autres par absorption atomique. Donc, analyse des eaux douces, salées aussi. Analyse des tissus végétaux et animaux. Donc, on va dissoudre au départ dans des solvants et pour vérifier la présence de métaux dans les végétaux et les animaux. Aliments et boissons. Boisons. Oups, je vais juste faire une petite correction ici. J'aurais dû faire ça avant. En tout cas, je fais des corrections avant de vous donner mes capsules. Là. Ça paraît pas toujours, mais je me rends compte que mon détecteur à orthographe, il n'est pas 100% efficace lorsque je fais la révision avant de faire ma présentation. OK. Analyse de solides. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la concentration en nickel dans un acier, on sait qu'on est très bien capable de le faire en spectrométrie, en fluorescence X, mais il est possible de le faire au sein de l'absorption atomique. Mais il s'agit au départ de peser précisément un échantillon à la balance et de le dissoudre dans un acide de volume, avec un volume très précis, connu. Et on est capable, en analysant la solution, d'analyser le métal dissous en concentration et d'en déduire la concentration qu'il avait dans la partie solide qui a été dissoute. Donc c'est possible de le faire. Analyse des liquides biologiques dans les sangs, les urines, la présence de fer dans le sang, la présence de manganèse, de métaux toxiques, etc. L'analyse des engrais, des sédiments, l'analyse des liquides agroalimentaires, produits industriels, ciment, verre, métaux, produits pétroliers. Donc à chaque fois qu'on veut mesurer la concentration d'un métal dans quelque chose,
que ce soit déjà dans un liquide ou même dans une base solide qu'on arrive à dissoudre dans un solvant, il est possible d'utiliser l'absorption atomique. Nous, en ce qui nous concerne, en métallurgie, là, c'est peut-être, il n'est pas mentionné, mais c'est bizarre parce que j'aurais dû voir ça avant, là. Mais le domaine d'application le plus courant, c'est dans le domaine du plaquage. Ou là, dans les industries de plaquage au chrome, au nickel, dans les industries dans les procédés de galvanisation, ou aussi dans les procédés d'anodisation. Donc, tous les procédés chimiques qui rentrent dans le traitement de surface des métaux, on va utiliser l'absorption atomique pour contrôler la concentration des métaux dissous utilisés dans les bains de plaquage. Parce que ça affecte la qualité du plaquage. Le fait qu'un élément soit trop ou pas assez concentré dans un bain de plaquage peut affecter la qualité du dépôt. Donc, il va être important à ce moment-là de disposer d'un appareil comme l'absorption atomique pour arriver à contrôler ces métaux-là. Donc, vous voyez, ça couvre la capsule, la section sur l'absorption atomique. Les prochaines capsules, je vais m'attarder plus aux normes. Capsule dans la prochaine semaine. Je vais m'attarder aux normes spécifiques à chacun des appareils. Je vous dis tout de suite, là, la fin de la session, oui, elle approche, mais elle est encore loin. Moi, à ce moment-ci, j'ai presque terminé la matière au niveau théorique. De sorte que j'ai eu l'idée de prévoir, durant le mois d'avril, de remplacer des cours. Ça va demeurer de la théorie, mais disons que ça va être de la théorie pratique. Ça va être des laboratoires sans rapport supplémentaires que j'ai décidé de rajouter, qui, une manière de faire de la théorie sur d'autres méthodes d'analyse chimique que je juge que important que vous voyez aussi, qui ne sont au départ pas tout à fait présentés dans le plan de cours, mais que je considère très importante et que vous n'aurez pas l'occasion de faire dans le nouveau programme là, à travers d'autres cours. Donc, comme par exemple l'analyse de bains de plaquage dont j'ai parlé tantôt par d'autres méthodes, les méthodes classiques de titration. Donc, moi, je prévois l'utilisation de trois mardis, sinon peut-être quatre même, non, pas des mardis, c'est-à-dire des mercredis matins, pour lesquels on irait faire des titrations de bains de plaquage au nickel euh, au laboratoire de chimie les mercredis matins dans les prochaines semaines. Donc, ça va être une façon théorique de vous montrer comment on en arrive à analyser par méthode de titration les présences de métaux dissous, entre autres, mais pas seulement de métaux dissous, mais aussi de d'autres éléments comme le chlore et différents sels que dans les solutions de plaquage. Donc là-dessus, je termine ma capsule.